Alors, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être venus à la première conversation de l'exposition Rétroviseur de l'artiste Zeus. C'est la 8e expérience art et marque de la vitrine AM qui nous a permis d'aborder la question des relations non autorisées entre art et marque. La première conversation porte sur la publicité et le street art et c'est Christophe Rioux qui va en faire la modération. Merci Charlotte. Bon, alors je vais répéter un petit peu ce que tu as dit, mais dans le cadre donc de ce nouveau cycle de conversation qui est lié à l'exposition que vous voyez, Zeus Rétroviseur, nous ouvrons donc une réflexion sur le street art avec ce soir cette première thématique, la publicité et le street art. Nous allons partir d'un constat simple, alors que le mouvement street art est indirectement lié au mobilier urbain, la publicité est devenue un territoire d'expression privilégié pour les artistes qui détournent, qui détruisent ou encore transforment les images publicitaires, parfois en véritables œuvres d'art. Dans un deuxième temps, nous allons nous intéresser au mouvement inverse. La publicité a pu, à son tour, reprendre à son profit l'esthétique du graffiti en intégrant ses codes dans les campagnes. Enfin, dans un dernier temps, nous tenterons d'élargir le propos. Au fond, quelle relation entretiennent la publicité et les street artistes? Et pour répondre à ces interrogations, je vous présente nos invités. Isabelle Musnik, rédactrice en chef de la revue Influencia, la revue de la communication et des tendances. Stéphanie Lemoine, journaliste et auteur de l'art urbain, du graffiti au street art aux éditions Découverte Gallimard, pas seulement, hein, je citerai les autres ouvrages en vous présentant tout à l'heure en détail, et Stéphane Chatry, commissaire de l'exposition Zeus Rétroviseur. Voilà, Stéphane, vous êtes également directeur associé de la galerie Patricia Dorfman, vous êtes à l'origine de plusieurs expositions, on ne va pas toutes les citer, mais je cite les plus récentes, l'exposition collective International Urban Art au Stade de France en 2012, ça, c'était avant la collaboration avec Patricia Dorfman. Ah voilà, c'est ça. Voilà. Ensuite, la première exposition personnelle en France de Mark Jenkins à la galerie Patricia Dorfman, cette fois-ci en 2013, c'est ça. L'exposition personnelle d'Andrei Molotkin, Immigrant Blood, toujours à la galerie Patricia Dorfman, cette fois-ci en 2013. Et cette exposition où nous sommes actuellement. Et une question qui, évidemment, tombe sous le sens. Que nous dit le travail de Zeus autour de la publicité et sur notre sujet de ce soir, à savoir la publicité et le street art? Merci Christophe. Donc, en fait, le travail de Zeus est en partie axé sur la publicité, puisque c'est un artiste qui a utilisé la ville comme son atelier pendant très longtemps et qui continue toujours, parce que c'est un jeune artiste qui a 36 ans. Donc, en termes de travail sur les marques, plus précisément sur les logos, il a commencé par faire un travail qui s'appelait les visual attack. Donc c'était début 2000. Donc les visual attack, en fait, c'était des interventions extrêmement simples sur des affiches pour des marques comme Gap, comme H&M, comme Benetton, sur lesquelles il intervenait en simplement faisant un point rouge sur les fronts, sur les yeux des modèles, ce qui d'un seul coup tuait l'image en fin de compte et on changeait sa force, on changeait son sens, mais d'une façon très radicale. Donc c'est-à-dire que là c'était, il ouvrait il s'était façonné des clés pour ouvrir les affiches publicitaires des abribus, etc. Et donc là, il allait comme ça bomber en un coup de bombe sur le front, sur les yeux, et avec les coulures, d'un seul coup, ça devenait comme une scène de crime, comme une attaque comme ça, assez violente, mais qui semblait, vu qu'il travaillait sous les vitrines, qui semblait souvent très naturel. Donc ça crée comme ça une espèce de quelque chose d'assez dérangeant, mais en même temps, on ne savait pas trop si c'était réel ou pas. Donc ça, il a été beaucoup connu pour ça, pour les visual attack. Ensuite, il y a eu un vrai travail sur les logos. Donc là, on est plus sur à partir de 2005, ou sur un grand logo d'entreprise extérieure de Nike, à Berlin. Il avait tout simplement liquidé le logo, donc c'est-à-dire le faire couler en fin de compte. Et en fait, en faisant ce travail-là, c'est évident que, encore une fois, il a changé le sens et en liquifiant comme ça le logo,
il en inverse le sens. Le logo est là pour sublimer, pour dominer, pour s'ancrer dans le cerveau, mais là, simplement par le fait de le couler, il tire sa force vers le bas. Et donc ensuite, il a travaillé sur ses liquidations, même dans sa peinture sur toile, dans son travail d'atelier, beaucoup sur ce thème-là. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que le premier logo qu'il a liquidé, c'était celui de Nike. C'est que Nike, quelques années après, a fait toute une série à grande échelle de t-shirts avec le logo liquidé comme il le pratiquait depuis longtemps. Et il a commercialisé, et il a beaucoup travaillé aussi sur le logo de Chanel, pareil, dont il y a eu beaucoup de contrefaçons avec le logo Chanel liquidé. Donc c'est quelque chose qui visuellement fonctionne bien, mais qui est aussi, qu'on a retrouvé aussi sous forme de réappropriation par les marques. Voilà. Et peut-être, je ne sais pas si vous avez vu l'expo, si vous en entrant sans doute, mais et dans l'exposition, est-ce qu'il y a aussi des éléments qui pourraient nous aider à comprendre cette relation entre l'univers de Zeus et ces éléments? Complètement, c'est vraiment l'exposition a été pensée ainsi, c'est-à-dire que l'exposition est vraiment tournée sur les marques, puisque là on est dans la vitrine à Remarque, une direction artistique qui est bien précise. Et donc là, on a présenté 100 Polaroids à l'entrée sur des stèles en bois. Et ces Polaroids sont présentés sous forme d'échiquier. C'est pas par hasard, ça symbolise un peu ce jeu qu'a l'artiste avec les marques depuis une quinzaine d'années. Et donc on a comme ça 4 échiquiers, de chacun 25 Polaroids, mais dont la moitié sont retournés. Donc, oui, l'exposition est vraiment axée sur ça. Donc, les Polaroids retournés sont majoritairement des images liées à ces actions sur les marques. Voilà. Qu'est-ce qui fait la singularité de Zeus par rapport à d'autres artistes? Pourquoi lui? Pourquoi vous l'avez choisi? Enfin, qu'est-ce qu'il a de particulier? Je ne sais pas si on peut tenter, on verra tout à l'heure, de faire une typologie des street artistes ou des gens qui évoluent dans ces univers-là, mais est-ce qu'il a quelque chose qui le caractérise, qui le singularise par rapport à d'autres artistes? Par rapport au travail sur les marques et par rapport à l'art urbain, ce qui le caractérise, c'est que pour moi, comme pour beaucoup de personnes, il est vraiment considéré comme le meilleur artiste, au moins un des meilleurs artistes du mouvement, puisque il y a vraiment une vraie démarche, il y a vraiment une cohérence assez forte dans son travail de 1998 à 2014. Et donc déjà c'est à l'occasion de la sortie de sa première monographie chez Alternative qu'on a aussi organisé cette exposition, parce que c'est à travers l'ouvrage qu'on comprend vraiment le travail de ce jeune artiste et la force de son œuvre, en fait, comme ça. Parce que son œuvre est forte, ne serait-ce que par son nom, Zeus, qui est le dieu des dieux, etc. Mais tout a un sens, quoi. C'est-à-dire que dans l'univers de Zeus, quand on se plonge vraiment dans son œuvre, tout a un sens. C'est une œuvre il y a beaucoup de références à l'art contemporain, de Duchamp, à même Buren, etc. Mais c'est toujours très bien pensé, très, très bien fait et avec beaucoup de force. Et moi, c'est ça qui me plaît beaucoup. J'aime beaucoup les artistes engagés, même si c'est pas évident en France de représenter les artistes engagés. Moi, c'est ce qui me passionne et c'est pourquoi je fais ce métier-là. Et l'exposition d'Andrei Molotkin était comme ça, un artiste très engagé. Et donc Zeus, je m'étale un petit peu là peut-être. Non, c'est bien, au contraire, on est là pour vous écouter maintenant. Il y a une chose que j'ai remarqué aussi, ce sont les livres là. Vous pouvez nous en parler, les livres qui sont là, qu'est-ce qu'ils ont de... Alors, donc cette monographie sort en septembre 2014. Oui. Donc là, nous, ce qu'on présente en pré-vente comme ça, c'est une édition de 100 ouvrages de Zeus, de cette même monographie, mais ceux-là sont des pièces collector ou
une édition spéciale, puisqu'elles sont toutes customisées à la main par l'artiste, elles sont toutes signées, numérotées par l'artiste. Et donc elles sont comme ça, déjà il y a 3 interventions en fait dessus, elles sont percées dans toute la largeur, dans toute la profondeur de l'ouvrage, comme par un impact de balle. Donc on est toujours dans cette signification assez frappante de l'artiste dans son travail. Et ensuite sur la face on a donc ce visual attack qui est le point rouge avec la coulure qu'il a longtemps pratiqué. Et on a sur l'arête, sur 3 tranches de l'ouvrage, on a cet arc-en-ciel qui est réalisé, pareil dans les abribus, qui était l'arc-en-ciel électrique, qui est réalisé avec une matrice qui était 6 bombes de peinture côte à côte, toutes fixées les unes aux autres, et avec une gâchette, il y avait les 6 bombes qui s'enclenchaient en même temps, qu'il utilisait dans les abribus, donc c'est-à-dire qu'il retirait les affiches des vitrines des abribus la nuit. Il en faisait un demi-arc de cercle avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Et la nuit, donc c'est un arc-en-ciel électrique nocturne, la nuit, quand la lumière artificielle venait éclairer l'abribus, le reflet dans le retour en vert dessinait comme ça, comme par magie, un arc-en-ciel nocturne. Donc ça, c'était l'arc-en-ciel de Zeus. Et donc cet arc-en-ciel-là, il l'a fait sur tous ces ouvrages-là. Voilà. Donc ce sont quand même des pièces uniques, c'est une très belle édition. Très bien. Alors on va creuser un petit peu avec Stéphanie Lemoine. Vous êtes tout d'abord auteur de plusieurs ouvrages consacrés à l'art urbain, In situ chez Alternative en 2005, Artivisme, toujours chez Alternative en 2010, l'art urbain dans la collection Découverte Gallimard en 2012. Vous êtes aussi journaliste à L'Œil Magazine et vous êtes, on peut le dire, une spécialiste de ces relations complexes qui unissent l'art urbain et la publicité quand même, un peu, avec tous ces ouvrages. Alors comment on peut décrypter ces rapports, ces relations selon vous ? Je dois prendre le micro. Alors, Zeus est assez représentatif en fait d'une pratique qui a cours dans l'art urbain et qui paraît dominante quand on parle d'art urbain et de publicité, c'est le détournement. Et effectivement, on a l'impression, a priori, que le détournement est la forme même du dialogue entre art urbain et publicité. Le pendant du détournement étant ce qu'on appelle la récupération, un terme qui a beaucoup cours aussi quand il est question d'art urbain, la récupération donc, du street art, de l'art urbain, du graffiti, donc, toutes les formes d'art urbain par la publicité, par les marques, etc. En fait, moi, ici, à travers quelques jalons, je voudrais montrer que finalement, ce sont des rapports beaucoup plus complexes que cet aller-retour finalement que j'évoquais entre d'un côté le détournement et de l'autre côté la récupération entre art urbain et publicité, mais qu'on a toute une palette finalement de mise en relation qui vont du fait que peut-être la publicité est la première forme d'art urbain, c'est en tout cas ce que moi je pense, que l'art urbain est lui-même aussi une forme de publicité. Pour beaucoup d'artistes, c'est un moyen de se faire connaître, et le graffiti notamment peut être lu aussi comme une forme de publicité. Et je voudrais aborder ces différents points avec vous à travers peut-être une présentation un petit peu historique, et qui commence ici avec un artiste qui s'appelle Despero, Fortunato Despero, que vous connaissez peut-être, qui est un futuriste, et qui donc au début du XXe siècle, si on est dans les années 20, a développé toute une théorie sur l'art publicitaire. Il a même écrit un manifeste de l'art publicitaire, et pour lui l'affiche publicitaire est une forme d'art, de toute évidence, et une forme d'art qui a pour principal mérite de se diffuser beaucoup plus largement que l'art encrouté dans les musées qu'il faut brûler, selon les futuristes d'ailleurs, et qui s'adresse à un public beaucoup plus large, qui s'épanouit dans l'espace urbain, donc dans un espace de la vie quotidienne qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus ouvert et beaucoup plus intéressant finalement que celui des musées et celui des galeries. Donc voilà, donc chez les avant-gardes, que ce soit les futuristes ou les constructivistes russes, etc., la publicité, c'est évidemment une forme d'art, et il n'y a absolument aucune distinction d'ailleurs à faire entre l'art publicitaire, l'affiche publicitaire, malgré son caractère multiple, et l'art de la peinture de chevalet, en fait. Et
l'art urbain s'inscrit dans cette continuité-là. Il y a beaucoup d'artistes urbains contemporains, je pense à Shepard Fairey, qui ont largement puisé d'ailleurs dans l'esthétique déconstructiviste. Shepard Fairey emprunte énormément à Rodchenko, emprunte énormément à d'autres, pour une raison aussi qui est très simple, c'est que l'art urbain et la publicité partagent un espace commun, enfin, en l'occurrence celui de la rue, et du coup ont des contraintes qui sont afférentes à cet espace, c'est-à-dire la nécessité d'avoir un impact, la nécessité d'attraper l'œil du passant qui n'est absolument pas a priori qui n'est absolument pas disposé à regarder une œuvre d'art. Il est là dans la rue pour d'autres raisons, mais finalement cette contrainte-là d'un public qui n'est pas un spectateur oblige les artistes comme les publicitaires à rechercher l'efficacité, donc à synthétiser les formes par exemple, à choisir des couleurs criardes, à choisir des slogans percutants, etc. Donc on a des problématiques qui sont évidemment communes entre l'affiche publicitaire et l'affiche artistique, etc. Je vous engage là-dessus à voir un petit peu ce qu'écrit Desperreaux. Lui, il parle justement de formes synthétiques, de formes colorées, justement pour attirer l'attention dans un espace où il n'est pas facile d'attirer l'attention et où la concurrence règne. Voilà. Et alors justement, cette concurrence, elle explique aussi l'émergence de certaines formes d'art urbain qui, pour moi, sont des formes de publicité. Je pense notamment au graffiti, qui partagent aussi beaucoup avec la publicité, qui partagent peut-être... certains artistes parlent de logo, notamment de Zeus et toute cette génération-là. Ils vont traiter la lettre, ils vont traiter les formes un petit peu comme la publicité peut traiter les logos, c'est-à-dire l'invention d'un... il parle d'ailleurs de blase, comme on parle de blason, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans cette esthétique où on a une forme qui va signifier, qui va renvoyer à, en l'occurrence, une personne. Voilà, ici le graffeur. Donc on peut imaginer que finalement le graffiti soit une forme de marketing, de publicité dans l'espace public. Et d'ailleurs, les graffeurs développent tout un imaginaire qui a à voir avec la publicité, ils parlent d'ego trip, par exemple. Il y a quand même l'idée de se faire mousser, de se faire valoir. Et là, de se faire connaître, quoi. On est dans une démarche qui, au fond, est une démarche publicitaire. Et d'ailleurs, il y a une dispute très très forte, il y a une concurrence très forte dans l'espace urbain entre le graffiti et la publicité, dispute autour de la maîtrise des meilleurs emplacements, etc. On est dans une recherche de l'espace qui sera le plus visible et de la forme qui créera le plus grand impact. Donc, pour moi, oui, le graffiti et d'autres formes d'art urbain sont aussi des formes de publicité. Ah oui, je ne l'ai pas dit, peut-être on peut passer aux diapositives suivantes. Oui, là je voulais vous montrer une fiche de Keith Haring. Ici c'était à Paris dans les années 80, peut-être on peut voir la suivante aussi. Les artistes urbains ont d'ailleurs disputé à la publicité ses propres emplacements, mais pas seulement, ils ont aussi, comme je disais tout à l'heure, repris aussi l'esthétique et les formes de la publicité. Keith Haring, qui avait fait une école d'art visuel, s'est beaucoup posé la question de l'impact justement et de la simplification à l'extrême des formes pour créer un langage qui soit immédiatement perceptible par tous et qui soit mémorisable, lisible, etc. Donc on est dans une démarche, je ne dirais pas que Keith Haring est un artiste publicitaire, mais on est dans une démarche qui au fond est proche de celle de la publicité. Voilà. Après, je crois que vous avez mis... Oui, là, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, des collectifs artistiques comme Grande Furie, qui s'est beaucoup associé à la lutte contre le sida dans les années 80, ont développé là des démarches qui sont très très proches de la publicité et qui ont finalement confondu publicité dans l'espace public et création artistique. Ici, on se croirait presque dans une pub pour Benetton. Oui, donc là c'était des graffitis, j'ai pas trop suivi en fait le diaporama. Là, oui, c'est un artiste parisien qui, à mon avis, est vraiment un des meilleurs et malheureusement un des moins connus, qui s'appelle Ox, qui fait partie des frères Répoulin. Et lui intervient quasi exclusivement sur des espaces publicitaires, avec des œuvres qui sont, vous voyez ici, très très contextuelles. Et ce qui est intéressant, c'est que on a ici finalement
la publicité, c'est un support, quoi. C'est vraiment... je vous parlais tout à l'heure du détournement. Il y a chez beaucoup d'artistes, chez Zeus notamment, la volonté de détourner la publicité dans un contexte qui est d'ailleurs un contexte de guérilla. Chez Zeus, on a un vocabulaire qui est un vocabulaire de la guérilla, où on liquide des affiches, on tue des images, etc., pour tuer la possibilité d'une identification à l'image. Mais finalement, il y a une ambiguïté aussi dans le détournement publicitaire ou dans l'altération du message publicitaire, qui est que pour beaucoup d'artistes, la publicité, c'est d'abord un support et c'est aussi un ensemble de motifs. C'est d'ailleurs, il me semble, ce que dit Zeus, c'est que sa pratique est très très ambiguë. Zeus ne se présente pas forcément comme un artiste engagé, il se défie, il me semble, de cette estampille d'artiste engagé, même si son œuvre a éclos à une époque où les anti-pubs étaient très présents dans l'espace public, où on parlait beaucoup de nos logos, où nos logos étaient un petit peu la Bible des altermondialistes. Enfin, on était dans ce contexte-là, mais malgré tout, Zeus a toujours présenté le détournement d'abord comme une manière de jouer avec des motifs, comme une manière de jouer avec des logos qui sont des formes intéressantes. Enfin, lui, il me semble que lui regarde les logos d'abord en esthète. Et finalement, le détournement chez les artistes urbains est toujours très très ambigu, parce qu'il est peut-être pas si politique que ça, et finalement, c'est peut-être un jeu avec les supports et avec les motifs. On n'est pas finalement tout à fait dans un art politique. On peut l'être parfois. Là, peut-être, je crois, enfin, ça, c'est le mur à Oberkampf. Voilà, peut-être l'image d'après, pardon. Non, celle d'après encore. Voilà. On peut être parfois dans une approche très très politique du détournement. C'est le cas ici du Billboard Liberation Front aux États-Unis, qui a énormément détourné d'affiches publicitaires. Ici, donc, une affiche Marlboro, avec ici une volonté très très claire de dénoncer les méfaits du tabac. Et ici, en détournant complètement l'imagerie du cow-boy viril, aventurier, là, au contraire, on est dans l'ennui, puisqu'on a un jeu de mots avec Marlboro, qui est l'ennui, qui est exactement l'antithèse de l'imagerie que Marlboro essaye de développer dans la publicité ces années-là. Voilà. Donc, tout ça pour dire que le détournement est très très ambigu, et d'autant plus ambigu dans le cas de l'art urbain que beaucoup d'artistes urbains se sont frottés aux grandes marques et ont été sollicités avec succès par les grandes marques et ont collaboré avec la publicité, ce qui leur a valu d'ailleurs d'être taxés de vendus. Il y a une espèce d'opposition un peu radicale dans l'art urbain entre vandales d'un côté et de l'autre vendus, et chez beaucoup d'artistes urbains cette estampille de vendu a pu être posée parce qu'ils avaient collaboré avec des marques. Je pense notamment, alors je crois que c'est l'image d'après, non, ça, bon, passons, peu importe, voilà, ça c'est Futura 2000, donc vraiment un des pionniers du graffiti aux États-Unis, une des gloires du graffiti, un excellent graffeur par ailleurs, mais qui au début des années 80 a été sollicité. Alors ce qui est très drôle, c'est que c'était avant la déferlante du graffiti dans le métro qui a complètement débordé la RATP, et donc là on est, je crois, en 81, il me semble. Et donc, Futura 2000 répond à une commande de la RATP pour promouvoir le ticket choc. Donc, l'ironie du sort, c'est vraiment que quelques années après, la RATP s'est retrouvée à faire des campagnes de communication pour expliquer qu'il ne fallait pas taguer dans le métro, que c'était pas bien, etc. Alors qu'au fond, ils se sont servis de cette imagerie-là pour promouvoir le métro. Le métro qui, à la même époque aux États-Unis, d'ailleurs, était complètement retourné et déchiré par les graffeurs. Donc ça se fait. Alors, vous voyez, donc Futura 2000, c'est vraiment une collaboration. Après, on a l'autre versant, enfin, à l'extrémité de cette pente-là, on a des marques qui carrément recyclent l'esthétique ou les codes du street art et du graffiti. C'est le cas ici de Kenzo, qui, alors là on imagine bien l'analogie entre la bombe de peinture et le flacon de parfum, finalement, avec ce geste de pulvériser qui est commun. Et donc finalement il recycle complètement le geste du graffiti pour vendre du parfum. Ils ne sont pas très fiers apparemment, parce que moi je les avais sollicités pour reproduire justement cette publicité dans le Découverte Gallimard.
Et ils n'ont jamais répondu, ne serait-ce que répondu. Voilà. Et une dernière image qui va dans ce sens-là, qui est peut-être encore plus scandaleuse, là pour le coup, c'était une campagne de publicité dont vous vous souvenez peut-être en 2005 dans le métro de Leclerc, qui lui a carrément profité du fait que les images donc, de l'atelier populaire de mai 68, qu'on peut considérer comme de l'art urbain puisque c'était de l'affichage dans l'espace public, donc il a recyclé ces images qui étaient libres de droit, pour la plupart d'entre elles, il y en a juste une je crois, ou deux qui ont été, dont la paternité a été revendiquée par un artiste, pour donc les recycler et leur faire dire a priori à peu près l'inverse de ce que voulaient dire les artistes qui avaient produit les images originelles. Voilà. Donc là, on est vraiment à l'autre extrémité du spectre avec des publicitaires qui puisent dans l'esthétique street art, et d'autant plus volontiers que le street art a une image contre-culturelle, voire insurrectionnelle, qui peut séduire certaines cibles, notamment la jeunesse, etc. Voilà. Très bien, vous avez cité Michel-Édouard Leclerc, alors je signale que Michel-Édouard Leclerc a participé à une de nos conversations sur les artistes entrepreneurs, que vous pouvez trouver d'ailleurs en podcast, donc elle est disponible en podcast, et qu'une autre conversation a déjà été consacrée au logo. Donc c'est une question qu'on a aussi beaucoup abordée. Alors moi j'aurais plusieurs questions. Si on tente de faire un peu la synthèse avec la vision que vous avez panoramique, est-ce que la relation entre la publicité et le street art, c'est contre, publicité contre le street art contre la publicité, ou c'est tout contre? Ouais, c'est ça, c'est contre, tout contre. Oui, c'est contre, tout contre. Ça se joue dans cette ambiguïté-là, oui. À mon avis. Et ce qui fait toute l'ambiguïté du street art, d'ailleurs, et toute l'ambiguïté aussi de sa réception et de la défiance qu'il peut susciter par rapport à des pratiques peut-être plus radicales, comme le graffiti vandal, par exemple. Exactement. Alors, on a parlé du cas français, on a parlé des États-Unis. Est-ce qu'il y a, je pense par exemple à São Paulo, moi ce qui m'a toujours frappé à São Paulo, ce sont les pichadores, la ville tatouée. Est-ce qu'il y a une dimension spécifique internationale? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des situations particulières en fonction des pays? Pour ce qui est de la publicité et du détournement, je pense que ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la montée de l'altermondialisme dans un contexte de globalisation et de libéralisation, a émergé spécifiquement dans les pays qui étaient peut-être les plus au cœur dans le ventre de la bête, je dirais, les plus au cœur finalement de tout ça, c'est-à-dire les pays occidentalisés, les États-Unis, l'Europe, etc. Et ce sont les pays qui se sont peut-être emparés le plus fortement de ces questions de détournement. D'accord. Alors on vient de parler de ville. Isabelle, on va beaucoup parler de ville. Je te vous vois. Oui. Voilà. Isabelle, vous êtes de nationalité franco-britannique, déjà il faut le dire, hein, c'est très important pour comprendre justement les enjeux, peut-être qu'il y a peut-être des enjeux anglo-saxons aussi à comparer. Vous êtes économiste de formation, vous êtes diplômé de l'EBS, European Business School, et titulaire d'un doctorat de 3e cycle en économie. Vous avez démarré comme journaliste dans la presse économique, notamment comme journaliste à l'Expansion, rédactrice en chef adjointe spécialisée dans la communication et la distribution de la vie financière, et dans le cadre de collaboration avec la Tribune. Parallèlement à vos activités de presse écrite, vous avez réalisé de nombreux sujets sur les marques pour l'émission, culte, je peux lâcher le mot, mythique, Culture Pub, diffusée sur M6, et collaboré également à plusieurs émissions de radio. Voilà. Vous êtes l'auteur de plusieurs études, de plusieurs ouvrages aussi, dont Tapie, les secrets de sa réussite, chez Plomb, en 1986. Alors, nous ne parlerons pas de Bernard Tapie, non, c'est mon car il y aurait des choses à dire, mais c'est assez éloigné du sujet. Et non plus, nous ne parlerons pas de l'Élysée. Élysée 88, un autre livre, Plus président que moi tu meurs, chez Plomb, en 1988. Vous étiez précédemment éditrice du magazine CB News, là aussi mythique, que vous avez cofondé en 1986 avec Christian Blachas et Françoise Vidal. Vous avez alors développé des numéros spéciaux internationaux, des collectors luxe, tendance, hommes, sport, voitures, voilà. Et vous êtes aujourd'hui la fondatrice, la directrice générale et la directrice des contenus et de la rédaction de la revue trimestrielle Influencia, dont la prochaine livraison aura pour thème, comprenez mon enthousiasme, la ville. Voilà. Et une question un brin provocante, le street art a-t-il pour vocation d'habiller la ville? Isabelle.
Alors, je ne sais pas si le street art a pour vocation d'habiller la ville. D'ailleurs, je ne vais pas tellement parler de street art, justement. Oui. Je vais plutôt montrer quelques exemples de la façon dont les marques elles-mêmes habillent la ville et essayent de la réenchanter. Alors, je sais bien, quand on dit réenchanter, il faut déjà savoir si elles l'ont déjà enchantée. Mais bon, là, on va imaginer qu'elles ont été enchantées un jour et qu'on passe à l'étape suivante et qu'elles ont besoin d'être réenchantées. Et c'est vrai que j'ai pris quelques exemples. Alors c'est vrai qu'il y a des exemples de collaboration entre marques et street artistes, on y reviendra, puis vous êtes beaucoup plus spécialiste que moi là-dessus. Moi je m'intéresse plus aux marques, mais j'ai pris quelques exemples qui montrent que les marques aujourd'hui, elles essayent vraiment de faire partie de la ville, elles essayent vraiment de tisser un lien avec le consommateur, un lien qui peut être un lien de détente, qui peut être aussi un lien d'utilité, mais c'est un bon exemple de comment une marque a décidé d'être en adéquation entre son produit et une ville et des maisons donc dans un état piteux, et comment la marque a participé et espère, bien sûr, rien n'est jamais gratuit dans l'histoire, et espère qu'on va lui en faire crédit. Mais c'est vrai qu'on voit ça de plus en plus, je n'ai pas montré tous les exemples, mais vraiment de cette volonté des marques de participer à la rénovation de villes. On va voir un peu après, j'aurais dû le mettre dans l'ordre d'ailleurs, on va voir du luxe aussi, alors c'est pas celle d'après, c'est voilà, du luxe, c'est peut-être un exemple que vous connaissez. En fait, du luxe a décidé de repeindre, de faire appel à des volontaires et de repeindre des quartiers abandonnés, moches, de plusieurs villes. Ils ont commencé à Paris, à Londres, à Rio, ils ont fait ça dans une trentaine de villes. Et c'est vraiment une très jolie histoire. Bon, après il faut croire évidemment les gens de la marque et de l'agence, mais beaucoup m'ont dit qu'ils avaient rencontré des habitants des quartiers, des jeunes qui disaient mais on s'est senti pas investi d'une mission, mais en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on n'a plus envie de casser la ville, les immeubles, on n'a plus envie de casser le quartier. Au contraire, si on voyait quelqu'un qui piquait le pot de peinture, on lui disait ramenez-le et faisons de notre quartier quelque chose dont on est fier. Alors ils auraient pu faire appel à des graffeurs. Là, ce sont les habitants eux-mêmes. C'est en ça, je trouve que c'est une jolie expérience et une reconnaissance de la puissance de l'art. Dans la fierté d'une ville, et la fierté de ses habitants. Et le troisième exemple que je voulais vous montrer, il y en a 2-3 autres, mais je pense qu'ils seront sur le site, puisque c'est le dernier qui est Sony. Alors oui, ce que je voulais dire dans du luxe, c'est que du luxe, vous avez pu voir, il n'y avait pas de signature, il n'y avait rien. Donc c'était vraiment pour la beauté de l'art, en tout cas, ils s'en sont servis comme opération évidemment de relations publiques, mais il n'y avait pas de signature publicitaire du luxe. Et le troisième exemple, c'est Sony Bravia, qui aux États-Unis a fait une expérience extraordinaire, là aussi artistique, qui a consisté, vous allez voir, à faire dégringoler des balles dans la ville, donc, et c'est très beau. Et là aussi, c'était une jolie expérience artistique pour une marque, là aussi qui n'était pas signée, même si évidemment ça a ensuite fait l'objet de campagnes sur Internet, ça a gagné des prix après, mais là aussi je trouve une jolie intégration d'idées artistiques. En fait, aujourd'hui, ce qui est important de comprendre, c'est que les marques, elles se sentent plus seulement investies de la mission de vendre des produits et des services, parce que ça, c'est le b.a.-ba, et elles font toutes pareil, mais de plus en plus par l'idée d'engagement. Alors, ça peut être un engagement sociétal, ça peut être un engagement artistique, un engagement d'améliorer la cité, d'améliorer la ville, et ça, elles le font de plus en plus. Oui, alors on a parlé de réenchanter la ville. Alors comment vous réagissez, comment vous interprétez ça par rapport évidemment à l'art urbain, puisque si on se fait un peu l'avocat du diable, c'est vrai qu'on peut se dire que ce sont des formes de communication certes de plus en plus innovantes, mais qu'au final, même si la forme peut revendiquer une dimension artistique au sens très large, comment vous réagissez par rapport à ça? Question difficile, hein. On peut débattre, hein.
Je sais pas, en fait. Non, mais c'est sûr qu'on est sur une parenté de plus en plus grande, finalement, entre les uns et les autres. Et que, alors, bon, là, il y a évidemment des moyens que les street artistes n'ont pas, et ça fait une grande différence, puisque les street artistes, quand même, travaillent généralement avec, de moins en moins, mais certains ont des moyens colossaux, je pense à JR par exemple, mais la plupart travaillent quand même avec des bouts de ficelle et des moyens très réduits, et c'est aussi toute une économie du do-it-yourself, pas au sens du bricolage, mais de la débrouille, etc. Mais sinon, à part la question des moyens, c'est vrai qu'on est sur des formes qui peuvent paraître parfois de plus en plus proches, et on a de plus en plus de mal à faire la distinction entre des pratiques qui sont estampillées contre-culturelles et d'autres qui sont au contraire qui semblent relever de ce qu'on appelle le système, quoi. C'est sûr que c'est des vidéos qui sont très belles comme ça, qui font... mais c'est pas le côté méchant, les artistes urbains, le côté gentil et publicitaire, quoi. C'est par exemple la volonté de travailler dans l'espace public comme Zeus, c'est pas quelque chose aussi que, par exemple, si je fais un parallèle avec un tagger pur qui édule, qui lui est un vrai vandale, qui est là pour justement dire que non, lui c'est un tagger pur, qu'il ne collaborera jamais avec une marque, il fait des... Mais en fait, quand il cherche le buzz, il y arrive vraiment, parce que... mais derrière, il y a pas, on la cherche, la profondeur artistique de son travail. Moi, je le vois pas, en fin de compte. Alors que Zeus, qui lui utilise comme ça la ville comme sa palette, quoi, comme son atelier, il expérimente vraiment, il développe son œuvre avec la ville et avec la réaction des gens. C'est justement tout le contraire, c'est pas quelque chose d'agressif ou contre la société, c'est le positionnement d'un artiste libre qui se pose des bonnes questions, qui est vraiment un artiste, un grand artiste, qui est bon, ça, il y a une renommée internationale pour ça, j'ai pas à le souligner, mais qui vraiment fonde son travail sur l'espace public. Donc ses actions qui étaient aussi à ses débuts de délimiter comme ça les ombres du mobilier urbain, à ce moment-là il s'intéressait vraiment à l'invisible, aux choses qu'on ne voit pas. Donc il en a fait sa peinture, et ça a même été reconnu par la ville de Paris, et quand Bertrand Lanoë a pris la mairie, à ce moment-là, Zeus a une autorisation officielle de pouvoir, déjà pour la nuit blanche, délimiter, souligner comme ça, marquer les ombres du mobilier urbain. Et c'est justement à ce moment-là qu'il s'est arrêté de le faire. Parce que c'est un artiste vraiment libre, qui ne se cantonne pas à un style, qui n'est pas formaté par des marchands. Et c'est ça qui fait toute la magie et toute la grandeur de son œuvre, quoi. C'est que, au contraire, c'est sûr que ses œuvres sont agressives, mais il a quand même choisi Zeus comme nom, et ce nom n'est pas mis non plus par hasard. C'est à un moment donné, quand il était ado, qu'il a failli se renverser par ce RER A qui s'appelle Zeus, etc. L'histoire, tout le monde la connaît, mais donc il est sur ce personnage qui est Zeus, qu'il a créé avec ce costume, parce que même dans l'art contemporain, on ne voit pas beaucoup comme ça je ne sais pas si on peut dire un espèce de super-héros de l'art contemporain. Là, j'ai vu un article qui a été fait là, sur l'expo où il le titre le Robin des Bois de l'art contemporain. C'est pas non plus tout à fait ça, mais il y a ce côté d'ultra liberté de l'artiste qui, moi, me prend vraiment, et je trouve ça fascinant. Mais un artiste est là pour moi pour éveiller les sens, c'est une remise en question sur soi-même, sur son mode de fonctionnement. C'est vraiment ça. Pour moi, la démarche d'un artiste, j'aime pas un artiste stérile qui va simplement montrer une œuvre très référencée, très conceptuelle. Ça me parle pas. Alors qu'un artiste comme ça, qui a vraiment son univers propre à lui-même, qui comme ça a un vrai terrain de jeu, qui est à l'origine le tag, et qu'on a fait une œuvre, parce que je pense que c'est le premier artiste à avoir fait le pont entre le graffiti et l'art contemporain de cette manière-là.
Et ben moi je trouve ça très beau. Son œuvre elle est très belle, même si elle est très agressive, mais c'est à l'image de la vie en fin de compte, son travail. Lui il s'attaque à ses logos et après il élimine des actions après s'être attaqué et attaché à l'invisible, il s'est attaqué à l'ultra-visible, qui sont ces très grandes affiches de 30 mètres par 20 qu'il a comme ça attaqué, mais c'est pas un artiste qui est contre le système ou quoi. C'est vraiment un artiste qui est penché sur son œuvre, qui est concentré sur cette œuvre-là, et son souci c'est vraiment une œuvre cohérente qui évolue dans le temps, mais utiliser comme ça ces très grandes bâches, c'est comme utiliser ce sont ses cimaises. C'est un peintre. Zeus est un peintre, il sera vendu comme un peintre, mais un peintre urbain. Et c'est un des rares à être vraiment un grand artiste. Donc bon. Il y a beaucoup de graphistes et d'illustrateurs dans le voilà, et lui il ne sait pas, et même il sait pas de la publicité. Il ne dessine pas par exemple, donc il n'y a pas vraiment ce rapprochement avec le côté publicitaire. Bon. Voilà. Oui, est-ce que peut-être après moi je pense beaucoup à cette question d'esthétisation des marques qui est devenue quand même un phénomène très puissant, peut-être de marchandisation de la culture, qui serait le pendant logique. Est-ce qu'après le musée, qui a été un espace d'hybridation, un peu un laboratoire de ces rencontres, jusqu'à l'excès, peut-être jusqu'à la nausée dans certains cas, avec des artistes vendant eux-mêmes dans leurs expositions des produits griffés d'une marque, est-ce qu'après le musée, est-ce qu'après la boutique, qui est lui aussi devenu un espace d'hybridation totalement étonnant, est-ce que la ville et l'espace public n'est pas en train de devenir le dernier champ d'interaction? Peut-être, j'ai beaucoup aimé le mot dispute, petite mention à Laporte et à la dispute de France Culture, mais c'est ça, la dispute, un territoire de dispute, de confrontation. Est-ce que finalement, ça n'est pas le dernier lieu à conquérir pour les marques, et dans cette opposition, si on doit parler d'opposition, le tout contre est sans doute aussi de rigueur, mais je ne sais pas comment vous vous situez par rapport à ça. Est-ce que finalement l'espace urbain, gare, aéroport y compris, puisque la gare elle aussi connaît une mutation très significative, elle est passée d'un espace qu'on a qualifié à une époque de non-lieu à des espaces marchands assumés, voire des espaces artistiques aujourd'hui totalement présents. Voilà, je ne sais pas comment vous positionnez par rapport à ça. Est-ce que finalement ce qu'on vient de voir, parce que c'est quand même une image frappante, ces vidéos, on est à mi-chemin entre la performance, le happening, mais on sait que tout ça c'est quand même dans un but publicitaire. Moi, ce que je vois, c'est que beaucoup de ces bons artistes urbains ou contemporains, peu importe du terme, sont nettement meilleurs que les meilleurs créatifs des grandes agences de pub, quoi. Et tout comme des grands designers qui vont vraiment aller piocher dans l'art contemporain, ce que font de grands artistes pour se réapproprier, et les lycées, parce que de plus en plus, le design comme la publicité, c'est très souvent une réappropriation d'artistes contemporains qui, eux, sont vraiment dans un vrai travail de création, quoi, autre qu'un créatif publicitaire. Je ne remets pas en question la force des créatifs dans les agences de pub. Moi-même, j'ai travaillé dans la communication. Mais ça, c'est vrai, ça. Ça, c'est vrai. Et c'est vrai que les artistes de ce niveau-là, comme eux, sont bien plus forts en création que les créatifs qui sont... Et d'ailleurs, c'est peut-être une hypothèse qu'on peut faire et que vous confirmerez ou pas, mais c'est vrai que il semblerait que la publicité, elle était un peu sommée de se réinventer dans l'espace public, et les vidéos que vous avez montré l'attestent. Et peut-être que les street artistes, indirectement, ont contribué à cette réinvention, justement en montrant qu'il y avait d'autres formes possibles d'intervention dans l'espace urbain, qui n'étaient pas forcément, qui débordaient le cadre de la simple affiche 4x3, et du coup ça a donné lieu à des pratiques qui ont peut-être à voir avec ce qu'on appelle le street marketing, ou on ne sait rien, mais qui font de l'espace public véritablement un espace de jeu, mais très 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 large.
Complètement, je suis complètement d'accord avec ce que vous disiez sur les créatifs qui s'inspirent. Les créatifs, ils s'inspirent de toute façon depuis tous les temps de ce qui se passe autour d'eux. Je pense qu'ils sont moins bons aujourd'hui. C'est une évidence parce qu'ils sortent moins, parce qu'ils sont face à leur ordinateur et c'est terrible. Un créatif d'agence, il est face à son truc, il va de moins en moins inspirer l'air du temps. Donc je suis complètement d'accord. Les vrais artistes prennent leur place. Et les vrais artistes prennent leur place. Donc c'est très vrai. Et aujourd'hui, la pub traditionnelle, elle a moins de poids. Enfin, en termes de chiffre d'affaires, elle est toujours là. Mais la télévision, les affiches, les magazines, ce qui compte de plus en plus et ce qui est de plus en plus fort, c'est ce qui se passe dans la rue. Donc la place publique, mais ça va même jusque des performances dans des supermarchés, dans des galeries marchandes. Enfin c'est là que ça se passe aujourd'hui. Donc la ville, vraiment au sens romain presque de la place, hein, c'est vraiment là que les choses se passent. Oui, je suis complètement d'accord. Et les artistes, moi je les connais pas tous, j'en connais quelques-uns, si vous avez évoqué les 2-3, les acrylo-numériques ou d'autres, qui pour certains travaillent pour des marques, d'autres travaillent pas pour des marques, mais c'est eux qui créent ce qui va se passer dans les prochaines années, c'est évident. Très bien, écoutez, je crois qu'on arrive au terme du temps imparti, mais on a un tout petit peu d'espace pour quelques questions sur tous les sujets que nous avons évoqués, donc si vous voulez... Question ou remarque, ça peut être... Bonsoir et merci, c'est intéressant. Est-ce que quelque part la créativité n'est pas limitée, si on imagine la créativité publicitaire, de par le besoin commercial, finalement il y a une cible derrière. Donc tous les créatifs qui travaillent en agence, on dit qu'ils sont moins bons, etc. C'est aussi parce qu'on ne leur laisse pas vraiment le choix de s'exprimer. Bien sûr. Voilà, donc on est quand même... C'est la différence. difficile de comparer street art ou art urbain avec la créativité publicitaire parce que c'est pas le même but. Ils sont formatés, oui. Foncièrement, on n'est pas dans les mêmes objectifs, il n'y a pas le même discours qui est derrière. Donc à partir de là, le parallèle est... bien sûr, ce sont des salariés qui sont formatés à une charte bien précise, etc. C'est pas... Mais la création, la vraie, la plus belle création vient d'une personne qui a tout son être et tout son temps lié à son œuvre, quoi. Ne serait-ce que de très grands artistes comme Kusama qui sont des artistes qui vraiment vivent pleinement dans leur travail. Donc on ne peut pas être meilleur que quelqu'un qui voue toute sa vie à une œuvre, à un travail. Donc c'est sûr qu'après, les créatifs, moi j'ai rien contre les créatifs, je l'ai été, donc je sais de quoi je parle aussi, sont formatés, etc. Mais la créativité, ils vont souvent la puiser dans l'art contemporain, mais c'est pareil pour les architectes d'intérieur qui s'inspirent d'installations qu'on voit dans l'art contemporain, etc. Parce que la vraie création, elle vient d'un être qui est complètement débridé et voué à créer. Donc c'est différent. Ceci dit, moi je nuancerais un petit peu parce que dans le street art, ou en tout cas dans le graffiti, il y a aussi des carcans qui sont très très forts et qui tiennent aussi notamment à la cible du graffiti, qui n'est pas le tout venant, qui n'est pas le passant, qui n'est pas le grand public, mais qui est plutôt les pairs, les autres finalement, ceux qui s'inscrivent dans le même champ. Et moi, je trouve que ça a pu beaucoup formater certaines pratiques, que cette volonté de s'adresser aux pairs qui a bridé énormément la créativité de certains artistes. Et un artiste comme Zeus, justement, il fait partie d'une génération où on commence à s'affranchir des codes hyper rigides du graffiti, parce que c'est hyper rigide. Il faut que ce soit la bombe aérosol, il faut que ce soit... Et lui, il est arrivé, il a dit « Ah bah tiens, ça serait marrant de faire du graffiti à l'encre invisible, par exemple. Ou tiens, ça serait marrant de faire des graffitis au Karcher, c'est-à-dire des graffitis qui nettoient leur support. » Voilà, ce qui le rend pas moins scandaleux d'ailleurs, finalement. C'est ça qui est très intéressant. Et lui, et je pense que c'est vraiment celui qui a poussé le plus loin cette logique. Et ce qui fait aussi que Zeus aujourd'hui est considéré vraiment, et par moi au premier chef, comme
le plus grand ou l'un des plus grands dans ce champ-là, c'est justement sa capacité à subvertir des codes qui sont beaucoup plus rigides qu'on ne le pense. Le graffiti, pour moi, c'est pas la liberté, mais c'est un ensemble de règles très 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 strictes. Et lui arrive et il prend ces règles et il les retourne les unes après les autres. Et c'est assez savoureux. Et sa génération a fait un petit peu ça, mais c'est lui qui l'a fait le mieux, je trouve. Parce que le graffiti n'est pas le street art, quoi, au final. Oui. Bah, le street art, on peut le lire justement comme on peut le lire un peu comme une ouverture. Alors il y a beaucoup de gens qui sont très critiques vis-à-vis du street art, et sans doute à juste titre dans certains cas, mais c'est vrai que le street art a amené un petit peu une bouffée d'air frais dans un contexte qui était un peu sclérosé par le graffiti pur et dur, très normé. Tout un tas de codes. Ouais, voilà, et des codes voilà, des codes qui pouvaient enfermer aussi pas mal d'artistes qui à un moment se sont dit bah tiens, on va jouer avec ces codes-là, et notamment en remplaçant le lettrage par ce qu'ils appelaient des logos, inventant d'autres formes de signatures, etc. Et voilà, le street art peut se lire comme ça. Après, on a beaucoup critiqué le street art justement pour son mercantilisme. Mais le graffiti aussi finalement a été assez mercantile, donc tout ça est beaucoup plus compliqué que cette opposition binaire, je trouve. Et vous avez beaucoup axé votre propos sur le besoin des marques d'utiliser les street artistes pour se réinventer leur communication, avoir un nouvel espace, un nouveau mode d'expression dans l'espace public. À partir de quel moment vous pensez que les street artistes ont besoin des marques pour eux être visibles pour un grand public et vraiment s'affirmer en tant qu'artiste à part entière? Je ne pense pas qu'ils le fassent pour s'affirmer en tant qu'artiste à part entière. Je pense qu'ils cèdent à des considérations beaucoup plus terre à terre que ça, avec le risque que ça comporte. Parce que je pense qu'ils le font tout simplement pour l'argent, dans un contexte où effectivement, quand on commence le graffiti, on a 14 ans, 15 ans, et puis au bout d'un moment, quand on en a 25, on se pose nécessairement la question soit de vivre de son travail, soit de faire autre chose, quoi. Et ceux qui décident de vivre de leur travail sont sollicités par ces marques-là. Il y en a qui font le choix, j'imagine que Zeus l'a été, il y en a qui font le choix intelligent de choisir très judicieusement avec qui ils collaborent ou pas. C'est le cas de Banksy, par exemple. Banksy, il a fait la pochette d'un album de Blur, il a pu se mettre au service, alors Blur n'est pas une marque, et encore, ça pour discuter, mais ils peuvent se mettre au service comme ça, de commandes privées, disons. Mais il y en a d'autres comme Mystique, par exemple, qui ont carrément, à mon avis, flingué leur carrière en se mettant au service. Mais vraiment, quoi. Je pense que Mystique, ça l'a tué, de se mettre au service de camions de location. C'est-à-dire qu'elle s'est dévaluée complètement. Voilà. Bon, après, quand c'est Coca-Cola ou des baskets, etc., c'est peut-être un peu. Oui, voilà, c'est peut-être un peu moins grave quand c'est du luxe ou quand il y a un côté street, machin. Mais beaucoup ont du mal à faire la distinction, et finalement, c'est vraiment à double tranchant parce que ça peut nuire à la carrière des artistes, et je pense qu'ils le savent. Et s'ils le font, c'est pas pour être plus visible, c'est juste pour avoir plus d'argent, quoi. Je ne sais pas si tu confirmerais ça, mais... Si, oui. Je sais pas ce que... Si, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Après, oui, voilà, c'est... Bon, je sais pas trop quoi rajouter, mais oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. Parce que la frontière entre vandal et vendu dont vous parliez est assez ténue, parce qu'il y a certains dits vendus qui peuvent quand même garder leur part de liberté. Et on parle de Banksy, qui atteint des records sur le marché de l'art, qui collabore, mais qui fait des choix, à mon avis, très réfléchis, et qui garde totalement sa liberté, qui critique aussi les marques avec son film Faites le mieux. Je ne sais pas s'il est vraiment l'initiateur de ce film, et c'est la création du personnage de Mister. Donc Banksy, ce qu'il dénonce surtout, c'est le marché de l'art. Ouais, c'est le marché. Voilà, en mettant comme ça, parce que c'est un film dans lequel a participé Banksy, bien sûr, mais quand même dans ce film-là, quand on ouvre un petit peu les yeux, on comprend qu'il nous met comme ça sous les yeux clairement un artiste qui n'en est pas un. Et en signant que c'est le film de Banksy, tout le monde va dire cet artiste formidable, il faut acheter. Et donc en mettant ces pièces très chères, à 50, 60 000 euros, les tableaux de Brian Walsh, c'est une stratégie. Là, on est dans le marché de l'art, on est dans
dans la stratégie financière, etc. Et ça marche. Donc Banksy, en gros... Il y a le côté marketing et donc publicité aussi qui joue pour marché de l'art, publicité... Mais de toute façon, Banksy, c'est un véritable homme d'affaires, quoi. Ça se sent, quoi. Il est en même temps là pour dénoncer, entre guillemets, une partie du marché qui semble être une arnaque, mais en même temps, il l'utilise aussi, quoi. Donc, Mais moi, ce que j'aime dans Banksy, c'est qu'il ne se montre pas et qu'il y a ce côté quand même s'il a peut-être 40 ans, il a ce côté toujours graffeur, vandale, qui comme ça est en train non pas de vandaliser les murs, mais de vandaliser le marché, puisqu'il travaille avec aucun marchand maintenant, et ça c'est quand même dur de vendre des tableaux à peut-être une toile de lui, maintenant c'est 400 000 €. Il n'y a pas beaucoup de monde sur Terre, d'artistes vivants qui vendent des toiles à 400 000 € quand même. Donc lui, il arrive par une manière vandale, par des actions aux enchères, par un film comme ça, frappant, mais dont peu de gens... Là, si on parle tous du film de Banksy, je pense pas qu'il y aura 3-4 avis pareils. On aura tous une version différente, parce que ce film-là est très bien fait, en fin de compte. C'est à la fois très obscur, mais en même temps, le message est assez clair. Donc... ouais, bon. Mais c'est vrai que cette frontière, cette opposition entre vandal et vendu, elle est constante quand on parle d'art urbain. C'est vraiment, il y a les purs et il y a les impurs. Alors qu'en fait, c'est une frontière qui est très très artificielle et c'est une opposition qui, au fond, n'existe pas, sauf chez les artistes qui ne sont pas du tout dans le marché, ou qui ne sont pas du tout... Et il y en a plein, mais pour ceux qui commencent à avoir... une ambition artistique et une ambition de vendre leur travail, ce qui pour moi est tout à fait respectable, surtout quand on a passé un certain âge, cela forcément joue aussi vachement avec cette opposition-là. Et ils sont dans la contradiction, parce que je pense que ce qui peut motiver un jeune homme qui commence, en général c'est des hommes quand même, un jeune homme qui commence à faire du graffiti, c'est pas du tout ce qui va motiver un homme de 25 ans ou 30 ans à essayer de vendre ses toiles post-graffiti. Et en fait, dans cette bascule générationnelle se niche cette tension finalement qui est problématique, qui est vraiment problématique dans le street art, qui est... Finalement, les gens commencent peut-être par révolte, même si c'est un peu caricatural de dire ça, mais il y a une dimension de révolte qui se noie dans la volonté de vivre de son travail. Enfin, il y a une espèce d'entourloupe à un moment. Après, il y en a qui s'en cachent pas du tout, et au contraire, dont leur œuvre est vraiment axée sur la collaboration avec les marques. Je pense à André, qui est un artiste, à l'origine c'est un vrai tagger, un vrai graffeur qui a énormément cartonné Paris et d'autres villes, et qui à un moment donné a bien travaillé avec Zeus sur les invasions de Montpellier, etc. Mais André a une honnêteté intellectuelle que peu ont. Mais son œuvre est très intéressante, elle semble très enfantine comme ça, très, très légère, mais en fin de compte, elle a vraiment une force, et il a vraiment une reconnaissance à l'international en tant que graffeur, et son univers, il a un univers très people, etc., des fortes collaborations avec Colette, avec plein de marques, Orange, mais à chaque fois, ça fonctionne, quoi. Quand on voit un custom d'André pour telle marque, ça fonctionne toujours, parce que son œuvre est axée volontairement sur ces collaborations. Et puis parce que lui, il a toujours joué ironiquement avec le code de conduite du graffiti. Son crew, c'était les TVB, les Tout va bien. Il se présentait comme un graffeur pour dames. Enfin, c'était vraiment. Il était très très loin. Il était à contresens de l'imaginaire du graffiti. Et c'est ce qui avait plu à Zeus. C'est ce qui avait plu à Zeus, justement. On n'était pas dans quelqu'un de fermé sur un style. C'est ça. Et puis sur un code de conduite aussi. Voilà, un autre regard, une autre vision du graffiti plus fraîche. Et en fin de compte, à l'opposé de celle de Zeus, qui était plus dure. Mais du coup, chez André, il ne semble pas y avoir cette contradiction qu'on voit chez certains, et même chez Banksy,
Moi, je trouve que Faites le mur, qui est un film vraiment très très bon, c'est le film qui relate cette contradiction-là, qui dit bon, je mets Brainwash comme double, mais finalement qui va prendre tout, avec toutes les critiques qui devraient m'être adressées à moi finalement, mais finalement il atteste dans ce film de sa propre ambiguïté, et ce qui montre qu'il est aussi honnête intellectuellement finalement, je trouve. Mais il y a beaucoup d'artistes qui font les deux, c'est-à-dire qui disent ouais, machin c'est un vendu, etc., et qui le clament haut et fort, alors qu'eux-mêmes sont prêts à accepter toutes les collaborations, même les plus inacceptables. Pardon. Non, c'est très bien, ça y est, les choses s'enflamment, mais c'est justement le but de ces conversations. Merci à tous, en tout cas, merci pour ces conversations passionnantes. Nous allons les continuer autour de rafraîchissement. Voilà, Charles, je crois que tu veux dire quelques petits mots pour les prochaines conversations. Oui, merci beaucoup à tous les quatre, c'était vraiment très intéressant. Je voudrais simplement annoncer la prochaine conversation qui est le 22 mai. Qui porte sur le street art dans l'art contemporain, qui est sous la modération de Paul Ardenne, avec Thomas Delamarre, qui est le commissaire de l'exposition Né dans la rue Graffiti à la Fondation Cartier, Arnaud Oliveux, qui est commissaire-priseur chez Arcurial, et Hugo Vitrani, qui est le commissaire de l'exposition Lasco Project au Palais de Tokyo. Donc venez, inscrivez-vous. Merci beaucoup.